Bonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre. Donc aujourd'hui, on fait les voies visuelles. On fait aujourd'hui les voies visuelles et l'oculomotricité. Vous avez dû avoir déjà un premier cours sur les voies visuelles, mais tel que nous nous sommes arrangés avec Antoine Brézin, il vous a probablement parlé surtout de l'œil, et beaucoup moins du champ visuel et pas du tout de l'oculomotricité, puisque je vais vous le faire, mais il y a forcément un petit peu de recoupement, mais enfin la répétition n'est pas inutile. Alors comme toujours, je vous fais un petit rappel anatomo-fonctionnel parce que la sémiologie, vous savez, c'est quand même très lié à l'anatomie et à la fonction d'une voie visuelle, d'une voie neurologique. S'il vous plaît, on a démarré là. De voies neurologiques. Donc, un rappel très très simple. Si vous avez eu le cours par Antoine Brézin, ça va vous paraître lumineux, si j'ose dire. Vous voyez que ça, c'est un rappel de la rétine, avec l'arrivée de la lumière. Vous voyez ici, c'est la flèche noire, donc qui va impressionner comme dans un appareil photographique, enfin un ancien appareil photographique, la rétine. Puis il y a une première série de neurones qu'on appelle les cônes et les bâtonnets, puis des neurones intermédiaires, bipolaires ici, et enfin le troisième neurone qui va constituer le nerf optique et les voies visuelles que l'on va décrire. Ce schéma-là, il faut que vous sachiez le faire par cœur, très schématiquement, encore plus schématiquement celui-là si vous voulez, mais enfin vous verrez qu'il vous servira là aussi. C'est un résumé d'anatomie qui vous permet après de comprendre ce qu'est une hémianopsie latérale homonyme, une quadranopsie, etc. etc. Donc, vous voyez que l'hémirétine, on va partir de l'œil gauche. Vous voyez que les informations qui vont arriver sur l'hémirétine gauche et sur l'hémirétine ici, temporale gauche, et la même chose pour l'hémirétine temporale droite, ces informations vont passer dans le nerf optique, dans le chiasma, vous voyez, sans croiser, jusqu'au corps genouillé externe, et puis après, aller vers le cortex occipital. En revanche, les fibres qui reçoivent les informations, les myrétines nasales de chaque côté, qui reçoivent les informations, bien sûr, du champ temporal, vous voyez bien que c'est croisé comme ceci, vont croiser au niveau du chiasma optique pour rejoindre la bandelette optique contralatérale, le corps genouillé et le cortex occipital contralatéral. Ce qui fait que les informations visuelles, vous voyez, qui viennent de l'hémichamp droit, vont impressionner, vont stimuler les récepteurs de l'hémirétine temporale gauche et de l'hémirétine nasale droite, et vous voyez que ces fibres, directement pour l'hémirétine temporale et en croisant pour l'hémirétine nasale, vont rejoindre le corps genouillé, enfin la bandelette optique, le corps genouillé, et puis le cortex occipital opposé. D'accord? Ça vous va, ça, comme schéma? C'est clair ou pas? Vraiment, ce schéma est très important, ce qui vous explique que une anomalie du champ visuel, une lésion ici, par exemple, du cortex occipital ou de la bandelette optique, on va le voir en détail tout ça, va donner un trouble du champ visuel contralatéral, un trouble du champ visuel. Le champ visuel, c'est la partie que vous regardez, d'accord? La partie du champ visuel qui est d'un côté ou de l'autre du champ visuel. Voilà. Deuxième élément, ça on les a vus, si vous voulez, sur le plan ici transversal. Regardez maintenant les informations qui viennent de la partie basse du champ visuel vont impressionner les myrétines nasales supérieures. Ça va suivre le même chemin qu'ici, mais ce que je veux dire ici, c'est que pour la partie supérieure de la rétine, les fibres vont circuler à la partie supérieure jusqu'au corps genouillé et passer ici plutôt dans la partie pariétale, la partie la plus haute. Alors que pour l'hémirétine inférieure, qui reçoit les informations de l'hémichamp supérieur, les fibres, vous voyez, circulent à la partie inférieure, dans le lobe temporal, pour rejoindre la berge inférieure de la scissure calcarine. Voilà, ça c'est relativement simple, ça reste du même en haut et en bas. D'accord ?
C'est vraiment important ce schéma-là, parce que vous allez déduire après, il suffit de faire ce schéma-là pour savoir comment, quel trouble du champ visuel vous avez. Alors là, je vais passer très vite parce que je pense que Antoine Brézin vous a détaillé ça beaucoup plus que je ne le ferai, et puis c'est beaucoup plus sa spécialité d'ophtalmologiste. Quelle est la sémiologie des voies visuelles? Il y a 3 éléments. Il y a l'acuité visuelle. Deuxièmement, le champ visuel. Troisièmement, l'examen du fond d'œil pour la sémiologie clinique. Concernant les voies visuelles, concernant, excusez-moi, l'acuité visuelle, vous savez qu'on va utiliser un certain nombre d'échelles. Comme moi, beaucoup d'entre vous sont déjà passés chez l'ophtalmo et vous savez comment ça fonctionne. Mais bon, il y a des choses qui sont relativement simples à retenir. Vous voyez, on peut utiliser au lit du malade des moyens extrêmement simples comme compter les doigts ou vous voyez, si le patient est incapable de lire des lettres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller vers une vision fine que l'on peut coter comme vous connaissez cette cotation, eh bien on va utiliser des moyens relativement simples comme compter les doigts, perception des mouvements de la main de l'examinateur. Encore une fois, on est au lit du malade ici et on doit avoir une estimation grossière de son acuité visuelle, ou encore la perception de la lumière. Ce sont 3 degrés de baisse très importante de l'acuité visuelle dès lors qu'on ne peut plus lire les lettres. Un autre élément sémiologique important, c'est qu'à partir du moment où la baisse de l'acuité visuelle peut être corrigée par des verres, hein, comme ceux qui, comme moi, portent des lunettes, ça veut dire que c'est un trouble de la réfraction. Ce n'est plus, on est avant la rétine, le nerf optique et les voies visuelles. D'accord ? Il y a un petit moyen simple de le faire, parfois au lit du malade, qui vous dit je vois pas d'un œil, etc. Vous n'avez pas le temps d'avoir l'avis de l'ophtalmologiste ou vous n'avez pas de verre avec vous. Un moyen très simple, c'est de regarder à travers un trou d'épingle. Et si la vision est corrigée à travers un trou d'épingle, c'est-à-dire le patient avec son œil comme ça ne voit pas, vous le faites regarder, vous faites un trou d'épingle dans une feuille. Hein. S'il arrive à voir à travers un trou d'épingle, puisque là il va projeter son rayon lumineux de façon très précise sur sa rétine, eh bien vous savez que c'est un trouble de la réfraction et pas un trouble rétinien, enfin de tout ce qui concerne le système nerveux qui va conduire l'information visuelle au cortex occipital. C'est un petit moyen clinique que vous pouvez utiliser de temps en temps. Vous voyez, et en revanche, si la baisse de l'acuité visuelle ne peut pas être corrigée par des verres, c'est soit une autre cause ophtalmologique que un trouble de la réfraction, soit un déficit, enfin une cause neurologique. On a très simplement mis en place cette sémiologie de l'acuité visuelle. Alors ça, je vous renvoie au cours d'Antoine Brézin sur cette partie de l'acuité visuelle. Concernant le champ visuel, cette fois-ci, là, il va concerner très souvent le neurologue et le système nerveux. Comment fait-on un examen du champ visuel? Je vais vous montrer un exemple ici. Au lit du malade, c'est un examen qui se fait par, vous allez voir comment on fait. On appelle ça un examen du champ visuel par confrontation, en utilisant simplement les mains. Et sinon, on utilise des techniques plus ou moins sophistiquées qu'on appelle un examen campimétrique, c'est-à-dire ça refait la même chose, mais de façon beaucoup plus précise. Hein, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais en revanche, il faut que vous sachiez faire un examen du champ visuel au lit du malade. Voilà, vous voyez comment on se positionne. Vous vous mettez à une distance, vous voyez à peu près celle-ci, hein, vous jugez à peu près la distance et vous mettez les doigts de chaque côté, comme ceci, puis vous demandez au patient, montrez-moi le doigt qui bouge. Vous voyez que de son côté gauche, il n'a absolument aucun problème. En revanche, j'ai bougé le doigt ici, là il le voit. Alors, on fait un champ visuel œil par œil. Hein. On fait d'abord un dégrossissage et puis on fait après œil par œil. Vous voyez, vous lui demandez bien de fixer votre nez, surtout ne pas bouger l'œil parce que sinon... Hein, donc là, il a bien vu l'œil, le doigt bouger, pardon. Là, vous voyez, il ne répond pas. Il ne répond pas. Là, il va répondre. Ouais. D'accord? Donc, on va le faire avec l'autre œil. Vous allez voir que c'est... Voyez, là, il ne voit pas. Donc, vous voyez, quand j'ai bougé ici ma main gauche, l'information est allée sur son hémirétine temporale. Hein, il avait l'œil droit avec la main dessus, donc c'était sur le côté gauche. Hein. Je vous le remets parce que ça, il faut vraiment que vous l'ayez bien compris. Hein.
voyez, quand je bouge ce doigt-là, l'information va sur son hémirétine temporale droite et son hémirétine nasale gauche. D'accord? C'est clair, ça, d'accord? Et inversement, hein. Et quand vous le faites œil par œil, ben, il n'y a qu'une des hémirétines qui est bien sûr touchée, celle de l'œil qui est ouvert. Donc on fait ça après, vous voyez, œil par œil pour préciser ce trouble du champ visuel. Et vous verrez qu'avec ce simple examen du champ visuel, on peut très bien faire le diagnostic jusqu'à une quadranopsie latérale homonyme, hein, c'est-à-dire voir jusqu'à un cadran déficitaire. Ça va, ça? Alors, 2-3 définitions. On appelle une hémianopsie une perte de la vision dans une moitié du champ visuel. Le champ visuel, c'est ce que vous avez devant vous. Le champ visuel droit, ben, il est à droite, le champ visuel gauche, il est à gauche. Hein. Ne vous torturez pas l'esprit avec cette histoire de champ visuel. Le champ visuel, c'est ce que vous voyez à droite ou à gauche. Donc une hémianopsie, je ne vois pas du côté d'un champ visuel droit ou du champ visuel gauche. C'est une perte de la vision dans les... Alors, ça, c'est les hémianopsies. On va décrire 2 types d'hémianopsies. Les hémianopsies homonymes, c'est-à-dire que la perte de la vision est dans les 2 hémichamps visuels homonymes, c'est-à-dire les champs visuels droit ou gauche. Hétéronyme, lorsque la perte de la vision est dans les 2 hémichamps visuels temporaux, c'est-à-dire je ne vois pas ici, ou je ne vois pas, au contraire, dans les hémichamps nasaux. Vous allez le voir, c'est facile à voir sur un schéma, un peu plus tard. Les scotomes, c'est une lacune du champ visuel, c'est un trou dans le champ visuel. Et on définit surtout le scotome central, qui est un scotome qui est en plein dans le centre de la vision, ce qu'on appelle la vision maculaire ou fovéale, c'est la vision la plus précise. Hein. Lorsque vous êtes en train d'écrire ou lorsque vous fixez cette diapositive, vos muscles oculomoteurs se dirigent vos yeux de telle sorte que l'information lumineuse aille précisément sur cette région maculaire ou fovéale, qui est la région la plus précise, hein, la plus discriminante en termes d'information visuelle. C'est à ça que sert l'oculomotricité, on verra tout à l'heure. Voilà, vous voyez, il n'y a pas énormément de définitions à retenir. Hein. Alors, je vous disais qu'on pouvait faire un examen du champ visuel au doigt, au lit du malade. On peut aussi faire un examen du champ visuel par dit campimétrique, hein, ou un examen, celui-ci c'est un examen Goldman. Il y en a d'autres qui sont... vous verrez qu'il y a d'autres techniques. Peu importe la technique, là on rentre dans des domaines spécialisés. Sachez qu'on peut le faire de façon plus automatisée. Et en pratique, vous voyez ce que l'on fait, c'est que on demande, le patient, œil par œil, regarde dans une coupole, comme ça, pour le champ visuel de Goldman, hein, il a un œil caché, il regarde dans une coupole, et puis on va allumer des lumières d'intensité plus ou moins importantes à différents endroits de son champ visuel, et chaque fois qu'il la voit, il va répondre, et donc on va tracer les lignes qui relient les points qu'il a reconnus. Et quand on a, vous voyez, un champ visuel normal, vous voyez, c'est pour l'œil ici gauche et pour l'œil droit, hein, on a pu rejoindre de façon parfaite, en fonction des intensités lumineuses, les différents points reconnus. Donc voilà, on fait un champ visuel et comme ça on arrive à avoir des informations plus précises. Tiens, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est ça, ce petit point noir là, où il n'y a pas d'information visuelle? La tache aveugle, oui, ça correspond à quoi? Ça correspond effectivement au nerf optique, puisque les fibres vont former le nerf optique, et par définition à cet endroit-là, il n'y a pas de récepteur. Alors vous allez un petit peu travailler, voir si vous avez pigé le système. J'ai simplifié le champ visuel, hein, pour que ce soit plus facile à lire. Lorsque vous avez le trait comme ça veut dire que tout ça y voit. Hein. La partie qui est entourée par le trait noir ici, c'est la partie où le champ visuel est conservé. Alors là, c'est l'œil droit, là c'est l'œil gauche, il a fait œil par œil, et puis on a remis les deux sur la diapositive. Vous appelez ça comment là? C'est une hémianopsie. Mettez bien tous les termes. Hémianopsie, ouais. Latérale, ouais. Homonyme. Ce qui m'intéresse, c'est la fin. Gauche? Gauche ou droite? Droite, hein? C'est droite, vous voyez, il ne voit pas. Regarde, si je prends uniquement son œil droit, quand il regarde avec son œil droit, il ne voit pas les mi-champs droits.
il ne voit pas l'hémichant droit, et avec son œil gauche, il ne voit pas l'hémichant droit non plus. C'est une hémianopsie latérale, homonyme, droite. D'accord ? Ici, vous avez quoi ? C'est le même principe. Hein. Vous avez une hémianopsie là aussi ? Oui ou non ? Qu'est-ce qu'elle a comme particularité par rapport à l'autre ? Vous voyez, c'est qu'elle n'est pas parfaitement droite. Enfin, d'un œil, elle l'est, mais ici, elle l'est un petit peu moins. Et vous voyez, elle est plutôt une tendance à faire un cadran ici. Hein, en tout cas, de ce côté-là, et un petit peu ici. Vous voyez, ça déborde là. C'est jamais parfait, hein, c'est jamais dessiné au couteau. Hein. Et là, vous aviez une hémianopsie droite aussi, qui prédominait dans le cadran supérieur. C'est surtout là qu'elle est importante. Hein. Même si ce n'est pas parfaitement symétrique, mais c'est jamais parfaitement symétrique. Alors là, comment vous décrivez ça ? Si je prends son œil droit, hein, l'œil droit, il ne voit pas ce qui est dans son hémichant visuel. Temporal ou nasal ? Temporal droit. Et si je prends son œil gauche, il ne voit pas ce qui est dans son hémichant visuel temporal gauche. Cette hémianopsie n'est pas homonyme, elle est hétéroonyme, puisque ce n'est pas les deux hémichants hein, concordants. Ça s'appelle une hémianopsie bitemporale. Vous parlez en champ visuel, hein, toujours. Hémianopsie bitemporale. Ça vous va, ça ? C'est clair ? Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on pourrait faire la même, je vous la montrerai tout à l'heure, on peut faire la même, hein, qui s'appellerait une hémianopsie binasale. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Ici, c'est quoi ça ? Tache aveugle, et ici, ça c'est un gros scotome central. Et quand on a un scotome central, on ne voit pas grand-chose, puisque justement là, ce scotome est en plein dans la région, vous voyez, par définition, là, il est proche de on appelle ça un scotome central ou centro-sécal, peu importe les termes, hein, qui correspond bien à la vision la plus précise et la plus discriminante qui vous sert à écrire, qui vous sert à avoir une vision précise. Voilà, ça s'appelle un scotome central, sécocentral, peu importe. Et là, qu'est-ce que vous avez ? C'est quoi ça ? C'est les scotomes ou c'est... Ouais, c'est deux taches, c'est les taches aveugles qui sont, vous l'avez dit, élargies. Et d'après vous, qu'est-ce qui peut élargir des taches aveugles ? Ouais, très bien, un œdème, une inflammation du nerf optique qui devient plus gros, donc il va augmenter, il va gêner la perception sur de tout ce qui est autour de lui. Donc voilà, vous connaissez maintenant tous les termes qu'on utilise en champ visuel, hémianopsie, quadranopsie, latéral homonyme ou hétéronyme bitemporal binasal, les scotomes, élargissement de la tache aveugle. Donc vous avez tous les mots pour la suite. Voilà, c'était un élargissement bilatéral de la tache aveugle. Bon, ça, vous imaginez bien, c'est l'idéal pour poser des questions à un examen. Hein, ça tombe régulièrement. Il y a une lésion de comment est le champ visuel, etc., etc. Ou j'ai un tel trouble du champ visuel, où se trouve la lésion et de quel côté. Donc on va le faire ensemble, ça va être beaucoup plus simple. Donc encore une fois, vous pouvez l'apprendre comme ça. Schéma, c'est une autre façon de le faire, c'est celui-là. C'est celle-ci, c'est de prendre des stylos de deux couleurs, vous voyez. Vous tracez d'une couleur les hémichants ici homonymes, hein, le temporal ici et le temporal gauche et le nasal droit, et d'une autre couleur le côté opposé. Ce qui vous permet après de comprendre très simplement que vous voyez ce qui correspond à des champs homonymes se rejoint ici au niveau de la mandelette optique, hein, et que vous ayez des troubles du champ visuel qui soient contralatéraux à la lésion. Alors allons-y. Si j'ai une lésion ici, là, je détruis, vous voyez, ça s'appelle comment ça ? Qu'est-ce que je détruis là ? Le nerf optique. Hein. Si je détruis le nerf optique droit, qu'est-ce que je vais avoir ?
Oui, oui, dites-le plus fort, je ne vous entends pas sinon. De l'œil droit ou du champ visuel? Est-ce que je vais avoir un trouble du champ visuel? Est-ce que je vais avoir une hémianopsie? Non, je vais avoir une cécité ou une baisse de l'acuité visuelle monoculaire. Autre terme très important, hein, dans une grille de correction, c'est monoculaire qui compte. C'est un seul œil. Par définition, regardez cet œil-là, ben, il va voir très bien. Il n'y a aucune raison qu'il ait le moins de soucis puisque vous coupez les fibres ici. D'accord? Donc vous allez avoir une cécité ou une baisse de l'acuité visuelle monoculaire droite. Hein? Voilà, cet œil-là est noir. Et écoutez, j'espère que ça va passer. Cette jeune femme racontait une névrite optique de sclérose en plaques, pour vous donner un petit peu d'illustration clinique. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillée, Oui. je ne voyais plus de l'œil droit, enfin, disons que j'avais l'œil droit qui était tout brouillé. Disons que quand je ferme l'œil gauche, Oui. ben, je vois pas en fait, enfin, je vois plus ou moins parce que Oui. j'arrive à discerner les objets, mais même les couleurs sont atténuées, Comment vous les voyez, les couleurs? beaucoup plus pâles. D'accord. Et avec l'œil gauche? L'œil gauche, je vois très bien l'œil gauche. Vous voyez, cette description, elle vous a donné, c'est l'interrogatoire parfait, elle vous donne son niveau d'acuité visuelle, hein, elle arrive à distinguer les formes, etc. Elle vous dit que c'est monoculaire, parce que quand elle ferme un œil, elle voit parfaitement bien de l'autre œil, etc. Donc vous avez un trouble du champ visuel monoculaire, et vous êtes sûr que c'est une atteinte, enfin, que c'est une atteinte, soit, vous pouvez imaginer, hein, une maladie, on est bien d'accord, on est sorti des troubles de la réfraction, hein, ici, c'est soit une atteinte rétinienne, nerf optique, enfin, toute cette région-là, quoi. Enfin là, en l'occurrence, pour la neurologie, c'est essentiellement des atteintes du nerf optique. Alors maintenant, si j'ai une lésion, ici, vous savez, l'endroit où se croisent les fibres, ça s'appelle le chiasma, hein, c'est la région du chiasma optique. En particulier au niveau de la région du chiasma optique, il y a l'hypophyse, il y a un certain nombre de maladies qui peuvent se mettre là, en particulier des tumeurs de l'hypophyse. Et certaines lésions peuvent comprimer le chiasma optique de chaque côté, vous voyez, en le comprimant ici, de façon latérale et là. Qu'est-ce que vous allez avoir dans ce cas-là, d'après vous? Si je comprime de façon latérale, une hémianopsie, vous aurez une hémianopsie hétéronyme, d'accord, qui sera bitemporale ou binasale. Regardez, si cette fibre-là, ces fibres-là, pardon, sont comprimées et sont touchées, cette hémirétine ici ne percevra pas les informations visuelles venant de cet hémichamp nasal. C'est l'hémichamp nasal. Et il faut toujours répondre, hein, l'hémianopsie, on parle d'hémichamp, c'est le champ visuel, c'est pas la rétine. C'est inversé par définition. Donc faites bien attention au champ visuel. D'accord. Donc effectivement, c'est bien ça, hein, vous aurez une hémianopsie binasale. Bon, vous savez, franchement, vous allez voir, hein, vous faites le schéma avec deux couleurs, il n'y a pas de problème. Hein, en un quart d'heure, vous avez résolu tous les problèmes des hémianopsies. Hein, c'est pas bien compliqué. Maintenant, imaginez que la lésion, elle est centrale, vous voyez. Ça, imaginez une tumeur de l'hypophyse ou un adénome de l'hypophyse, comme ça, qui va appuyer, hein, sur le centre ici du chiasma optique. Et vous allez esquinter ces deux types de fibres-là, hein, les fibres qui croisent. Donc vous aurez une hémianopsie, homonyme ou pas? Hétéronyme, tout à fait, qui sera, voilà, bitemporale, puisque vous voyez, si je prends les fibres grises là, eh bien, c'est l'hémirétine nasale de l'œil droit, et donc l'hémichamp temporal ici de l'œil droit. Et si je prends ces fibres oranges, c'est l'hémirétine, pardon, nasale gauche, qui correspond à l'hémichamp temporal gauche, de l'œil gauche. C'est bon? Donc ça sera une hémianopsie bitemporale. C'est bon? Alors maintenant, toutes les lésions qui vont être, un autre terme que vous entendrez, qui vont être derrière le chiasma, après le chiasma,
qui vont être rétrochiasmatiques, c'est le terme que vous entendrez. On vous pose une question, une lésion rétrochiasmatique gauche donne un trouble visuel de l'émichant droit. Voilà, c'est réglé. Tout ce qui va être après le chiasma sera de l'autre côté. Provoquera un trouble du champ visuel. Toute lésion des voies visuelles rétrochiasmatiques provoquera un trouble du champ visuel homonyme de l'émichant contralatéral. Ben, vous voyez bien, si je détruis maintenant celle-ci là, si je détruis celle-ci, ça s'appelle ça la bandelette optique. Si je détruis la bandelette optique ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vous l'ai déjà dit, ça va être une hémianopsie. Elle sera droite ou gauche? Gauche. Elle sera homonyme ou hétéronyme? Homonyme, et elle sera par définition, vous voyez, vous allez casser, imaginons que vous cassiez toutes les fibres, et bien vous voyez que vous prenez ici, vous voyez, regardez les fibres, hein, suivez toujours le schéma, c'est l'hémirétine temporale droite ici, de l'œil droit, donc le champ visuel ici, hein, la même couleur, et puis l'hémirétine nasale ici gauche, vous voyez que ce sont les deux émichants visuels ici, la même couleur, en orange, donc une hémianopsie latérale homonyme gauche. D'accord? Si vous touchez les fibres, ce qu'on appelle ici, après la bandelette optique, le corps genouillé, les radiations optiques. C'est important ça, parce que vous voyez que ces voies visuelles, elles sont étendues de l'œil à la partie postérieure du cerveau. Donc elles vont traverser tout le cerveau. Donc c'est un moyen, en fonction de la sémiologie, de localiser la lésion de façon très très simple. Surtout que c'est vraiment simple à faire. Donc si vous les touchez ici, vous voyez, près du... toujours le même principe, hein, près du corps genouillé, vous voyez les fibres sont resserrées et vous aurez la même chose. Hein. Vous aurez la même chose. Bon, passons sur ce qu'on appelle les paris maculaires, on s'en fiche et ce n'est pas important. En revanche, ces fibres, après, je vous ai dit, elles allaient vont avoir un faisceau supérieur qui va passer dans le lobe pariétal, un faisceau inférieur qui va passer dans le lobe temporal. Et vous vous souvenez que celle correspondante à l'hémirétine supérieure reste toujours au-dessus, et celle correspondant à la rétine inférieure reste en dessous. D'accord? Donc, si j'ai une lésion maintenant qui est... Alors, j'ai toujours du mal à savoir si c'est les supérieurs ou les inférieurs ici. Mettons ici, prenons que ce sont les fibres, disons que ce sont les fibres supérieures, ici. Qu'est-ce que vous allez avoir dans une lésion, disons, pariétale, hein, c'est une lésion plus postérieure. Vous allez toucher les voies visuelles qui passent dans le lobe pariétal, c'est-à-dire les fibres supérieures. Du côté droit, vous allez avoir... Il y a des mots qui sont simples, ça va être... Celui-là, c'est le plus compliqué. Commencez par le plus simple. C'est rétrochiasmatique, donc ça va être du côté gauche. Commencez par la fin. C'est rétrochiasmatique, donc ça va être homonyme, hein, bien d'accord, latéral homonyme. Donc, mais ça ne va pas toucher l'ensemble, donc ça peut être une hémianopsie, ça va être, vous l'avez dit, une quadranopsie. Donc c'est une quadranopsie latérale homonyme gauche. Le problème est de savoir si elle touche, si elle est supérieure ou inférieure. Si je touche les fibres supérieures, la quadranopsie sera inférieure. Les fibres supérieures sont sur l'hémirétine, et donc regarde ce qui est en bas. D'accord? En revanche, si je touche les fibres inférieures, temporales, j'aurai une quadranopsie latérale homonyme gauche, mais elle sera supérieure, puisque c'est l'hémirétine inférieure, et donc ce sont les fibres, c'est l'émission visuelle qui sera supérieure. Ça va, ça ou pas? Je peux vous remontrer, vous voyez, regardez, il faut qu'on revienne. Oh, il y en a tant que ça? Attendez, je vais peut-être... Il faut que vous pigez bien ce schéma. Vous me prendre un petit peu de temps sur ce schéma, vous compreniez bien? C'est toujours pareil, vous le reconstruisez. Voilà. Vous voyez bien que l'émission visuelle inférieure correspond à l'hémirétine supérieure. Les fibres issues de l'hémirétine supérieure vont cheminer en croisant éventuellement, hein, selon la partie droite ou gauche, hein,
vont, selon la partie temporale ou nasale de chaque œil, hein, vont cheminer à la partie supérieure jusqu'au corps genouillé et passer ici, en haut, dans le lobe, la partie temporale, la partie, excusez-moi, pariétale, pour rejoindre la scissure calcarine, sa berge supérieure. Et inversement, pour l'hémichamp visuel supérieur, ça va impressionner l'hémirétine inférieure, tout ça chemine à la partie inférieure des voies visuelles pour aller passer dans le lobe temporal et aller à la partie inférieure de la scissure calcarine. D'accord ? Donc vraiment, avec les deux premiers schémas, vous ne devriez pas avoir de difficulté à répondre à toutes les questions sur le champ visuel. Voilà, donc comme ça vous fait repasser les différentes. Voilà. Voilà, là donc j'avais une quadranopsie latérale homonyme supérieure gauche. Donc là, en l'occurrence, c'était donc les fibres de la partie inférieure, d'accord, et inversement pour l'autre, d'accord, inférieure. Ça marche ? Ce que vous faites, pour bien piger, vous reprenez les deux premiers schémas et vous refaites les... vous devez retomber obligatoirement dessus, c'est vraiment très simple. Et puis enfin... Ah, pardon. Et puis évidemment, si vous détruisez ici l'ensemble de la berge calcarine, hein, l'ensemble du cortex occipital visuel, bah, vous retombez sur une hémianopsie latérale homonyme complète. Hein. C'est tout simplement parce qu'à un endroit, les fibres se divisent et vous pouvez les toucher à la partie supérieure ou à la partie inférieure. C'est tout. Hein. Bon, et troisième élément de la sémiologie des voies visuelles, c'est l'examen du fond d'œil. Alors, c'est un examen qui, bien sûr, est spécialisé, mais vous devez pouvoir faire un examen du fond d'œil simplement avec un ophtalmoscope. C'est pas difficile de reconnaître les principales anomalies que l'on voit au fond d'œil et de faire appel, de reconnaître les grandes anomalies, en particulier des choses qui sont importantes comme un œdème papillaire ou des choses de ce type-là. On ne vous demande pas, bien sûr, de reconnaître une sémiologie fine. Et voilà comment ça se présente. Hein. Vous regardez avec un ophtalmoscope et il faut reconnaître les principaux éléments. Vous reconnaissez ici ce qui s'appelle la papille, hein, qui est cette espèce de disque beaucoup plus clair, ici blanc, hein, ou blanchâtre. Voilà. Dont les bords, vous voyez passer les vaisseaux dessus, hein, dessus de ce disque. Vous voyez qu'ils sont normaux. Hein. Et lorsque la papille est œdémaciée, elle apparaît, je ne sais pas si Antoine Brézin vous a monté des œdèmes papillaires, la papille est beaucoup plus grosse, et comme elle est plus grosse, elle sort un peu dans le globe oculaire, et les vaisseaux sont coudés au-dessus, on voit ça très bien, et on mesure d'ailleurs l'importance de l'œdème papillaire avec la nécessité de mettre au point pour la voir nettement par rapport à la rétine, et donc on mesure un degré d'œdème papillaire, hein, comme ceci. Ça, vous reconnaissez les vaisseaux, et vous voyez que les vaisseaux se divisent en deux paquets, hein, un paquet supérieur et un paquet inférieur. Et puis vous voyez, la région maculaire ou fovéale se situe ici, hein, plus en dedans, vers la partie temporale de l'œil. Et c'est là où vous avez la vision la plus fine, hein, la plus précise, la plus discriminante. Et bien évidemment, lorsque vous avez une lésion de cette région-là, bah, vous venez très vite des grosses difficultés d'acuité visuelle. Pas de problème avec les voies visuelles? Oui? Non, quand on décrit un trouble du champ visuel, hein, quand on parle d'un trouble du champ visuel, le champ visuel, c'est ce que vous voyez. Vous, votre champ visuel droit, ou temporal droit, ou nasal droit, c'est ce que vous voyez, qui correspond vous inversez pour la rétine, c'est tout. Hein. On parle toujours, vous parlez toujours vous parlez pas en termes d'anatomie sur une sémiologie, vous parlez du trouble qu'a le patient. Vous avez un trouble du champ visuel droit, c'est votre champ visuel. Vous avez un déficit moteur, c'est vous qui déduisez que c'est éventuellement le faisceau pyramidal gauche qui est touché. Mais ce que vous décrivez, c'est ce que vous avez, c'est ce que présente le patient. Bon, alors là on a vu les voies visuelles. Donc les voies visuelles, vous avez eu toutes les explications sur le trajet de ces voies visuelles, mais il y a une finalité aux voies visuelles, bien sûr, qui est
qui est au bout du compte la vision. Et pour avoir une vision précise, une vision, encore une fois, très discriminative, vous avez besoin de diriger vos yeux. Vous êtes aperçu, sans que je vous le dise, que vous bougez en permanence vos yeux pour explorer le champ visuel, pour l'explorer, parce que le champ visuel peut changer complètement, bien évidemment, par l'exploration visuelle, et d'autre part, pour focaliser les informations précises sur des régions précises de votre rétine, hein, en particulier sur la région fovéale. Et pour tout ça, il faut des muscles. Pour bouger les yeux, il faut des muscles. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est l'oculomotricité dite extrinsèque, c'est-à-dire les muscles qui font bouger les yeux. On verra qu'il y a deux parties, hein. Il y a faire bouger chaque œil, premièrement, et puis après, il va falloir intégrer ça, parce que bien évidemment, vous aviez remarqué aussi, sans que je vous le dise, que l'œil droit ne va pas à droite pendant que l'œil gauche monte. C'est-à-dire quand vous regardez à droite, vous avez un couplage, hein, des deux yeux. Donc il va y avoir un deuxième système plus intégré qui va permettre de faire marcher les deux yeux en même temps. Ça a l'air bête, mais vous allez voir, ce sont des systèmes différents sur le plan neurologique. Alors ça aussi, c'est assez simple. Il faut garder un schéma de ce type-là en tête pour bien comprendre les muscles oculomoteurs et leurs fonctions. Et vous comprendrez mieux après, et beaucoup plus facilement, la sémiologie. Alors concernant les muscles oculomoteurs, peut-être vous les avez sûrement déjà appris, mais je vous les rappelle. Donc, comment s'appelle celui-ci là? Vous le connaissez? Droit supérieur, et vous voyez, il faut bien comprendre l'anatomie, après vous verrez que c'est extrêmement simple pour la sémiologie. Vous voyez que si ce muscle se contracte, l'œil va se lever. D'accord? L'œil, hein. On est au niveau d'un œil, hein, on verra après les mouvements couplés. Et vous imaginez aussi que ce muscle fonctionne d'autant mieux que l'œil est comment? Il est en abduction ou adduction? Abduction, hein, vous comprenez pourquoi. C'est toujours pareil, hein, un muscle marche d'autant mieux que il fonctionne, il se raccourcit dans son axe directement. Hein, d'accord, que les segments de membres ou que les segments qu'il veut modifier, parce qu'en l'occurrence, ce ne sont pas les segments de membres, sont alignés avec l'axe du muscle. Donc vous voyez bien que ici, si l'œil est en abduction, hein, là il est un peu en abduction, il regarde un petit peu par là, vous voyez, par rapport à l'orbite, eh bien c'est là que vous aurez sa meilleure action, sa meilleure capacité d'action. En revanche, si l'œil est tourné en dedans en adduction, il pourra aussi les lever, mais ça sera moins direct. Hein, ça sera un axe moins direct que s'il était en abduction. Le muscle qui est en dessous s'appelle comment? Le droit inférieur, et il a pour but d'abaisser l'œil, et de la même façon, il est d'autant plus efficace pour l'abaisser que l'œil est en abduction. D'accord? C'est pareil, hein, c'est le même principe. Ils sont symétriques, vous voyez? Ici, puis vous avez le même en dessous pour la partie inférieure, qui s'insère au même endroit ici, hein, en arrière. Celui-ci, c'est le droit latéral ou abducens, hein, on dit, hein, maintenant. D'accord? L'abducens, ici, dont le but c'est de porter l'œil en abduction. Vous avez son symétrique de l'autre côté, ici, vous voyez, qui est le droit interne ou médial. Hein. C'est la nouvelle nomenclature, hein. C'est abducens, c'est médial, mais c'est comme ça. Bon. Qui porte l'œil en dedans. D'accord? Alors, il y en a deux, ça, c'est d'une simplicité biblique. Hein, d'accord? Bon, maintenant, il y en a deux autres, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un peu plus compliqué, mais bon, vous allez comprendre très vite. Il s'appelle comment, celui-là? Regardez. Il passe ici, il passe dans une poulie, il cravate le pôle supérieur du globe oculaire pour aller s'insérer, vous voyez, sur la partie postéro-externe de l'œil. Il s'appelle comment? C'est le grand oblique, ou nouvelle nomenclature oblique supérieur. Et quand il se contracte, il fait quoi? Il abaisse ou il élève l'œil? Il abaisse l'œil, et il l'abaisse où? Il l'abaisse en dedans, en adduction, et son mode d'action est d'autant plus efficace que l'œil est en adduction, vous voyez bien, puisque si l'œil est tourné par ici, si vous tournez l'œil comme ça, ce muscle...
l'œil est tourné, comme ça, eh bien vous serez dans l'axe du muscle et donc d'autant plus de facilité à l'abaisser. C'est bon? Je vois quelques sourcils qui se lèvent. Non, c'est bon? Dites-moi si je vous réexplique. Hein. Non, c'est bon ou pas? Bon, ça a l'air d'être bon. Et le dernier, c'est un petit peu l'inverse. Hein. Vous voyez, c'est celui-ci. Vous voyez, il est parti de dedans. Il a cravaté par en dessous. Et puis il va s'insérer ici, hein, au pôle postérieur, ici externe, du globe oculaire. Et quand ce muscle se contracte, hein, il part de derrière, c'est pas forcément facile à voir, hein, il vient cravater par en dessous, comme ça. Hein, et quand il se contracte, il va porter l'œil en haut et en dedans, ou adduction. Et il s'appelle comment celui-là? L'oblique inférieur. Et son mode d'action sera d'autant plus efficace que l'œil est en adduction. Va? ADD. En dedans, quoi. En dedans. Hein? On va faire les exercices, vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'ont pas compris. Bon, ça, ça vous résume un petit peu le mode d'action de ces muscles. Hein. Alors là, bon, c'est l'ancienne nomenclature, mais enfin, vous vous y retrouvez, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez que le droit externe porte l'œil en dehors, en abduction, et le droit interne en adduction, hein, ici, en latéral. Que le droit supérieur et le droit inférieur lèvent ou abaissent l'œil, et sont d'autant plus... Tous les deux agissent, hein, les obliques et les supérieurs et inférieurs. Mais l'œil, le muscle, muscles droit supérieur et inférieur sont d'autant plus en cause, hein, impliqués, que l'œil est en abduction, alors que les obliques, le grand et le petit, ou l'oblique supérieur et l'oblique inférieur, le sont d'autant plus que l'œil est en adduction. Voilà, c'est tout. Vous faites ce schéma-là avec les yeux, vous changez la nomenclature, vous mettez les deux pour ne pas vous tromper, et vous avez compris le fonctionnement des muscles. Alors si vous avez compris, c'est un autre schéma, si vous voulez, hein, qui vous redonne les muscles. Vous voyez, vous partez du milieu. Alors on le refait ensemble. Vous partez du milieu, je veux regarder à droite. Donc je mets en cause mon muscle latéral droit, hein, le droit externe, ou le droit externe, ou le muscle, oui, latéral, droit latéral. Et puis le droit interne de l'autre œil. Si je veux regarder en haut ici et à droite, vous voyez, ici, je mets surtout en action le droit supérieur, et ici, plutôt en action, hein, l'oblique inférieur, pardon, l'oblique inférieur. Voilà, vous avez tous ces schémas, ou celui-ci, vous pouvez retenir celui-là. C'est celui qui vous convient le mieux, mais ou celui d'avant. Tous sont les mêmes, tous veulent dire la même chose. Hein. Alors, regardez comment on fait, comment on regarde... Vous reconnaissez notre mannequin préféré. Voilà, alors on fait plusieurs choses dans l'oculomotricité. On demande de regarder, tout d'abord de faire spontanément, regarder en haut, en bas, à droite, à gauche. Ça, c'était les mouvements volontaires. Après, on demande de suivre le doigt. Ce sont les mouvements de poursuite. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. On demande aussi des mouvements de convergence. D'accord ? Voilà. Remarquez que quand on converge, on a les pupilles qui se rétrécissent. Hein. C'est le réflexe d'accommodation-convergence qu'on verra tout à l'heure. Donc, vous verrez qu'on voyait, regardez à droite, regardez à gauche, regardez en haut, regardez en bas. Avec le doigt, vous voyez, on fait passer un petit peu partout, c'est-à-dire qu'on voit, on met en action tous les muscles. Vous voyez, quand vous passez d'un côté à l'autre, vous faites se contracter différents autres muscles. Hein. Tous les différents muscles, en fait, vous pouvez tout voir. Et puis la convergence. Donc schématiquement, pour vous montrer, vous voyez, ça va vite. Hein. Un examen rapide de l'oculomotricité extrinsèque est rapide à faire. Alors à vous. Donc, à partir du moment où vous avez un muscle, là on va voir des muscles, hein. À partir du moment où vous avez un muscle paralysé, eh bien, c'est dans la direction du regard qui est dépendante de ce muscle
que vous aurez le maximum de divergence oculaire et le maximum de troubles. D'accord? Donc je vous laisse me dire, là, quel est le muscle paralysé? Allez, est-ce que je peux regarder en bas? Je vais vous donner la façon pour raisonner. Quand je regarde en bas, est-ce que tout fonctionne bien pour regarder en bas? Est-ce que mes deux yeux se baissent? Chaque œil se baisse ou pas? Oui. Donc il y a peu de chances que ce soit un droit inf ou que ce soit un oblique supérieur. Un oblique supérieur. D'accord? Un grand oblique, quoi. Quand je regarde en haut, est-ce qu'ils se lèvent tous les yeux? Oui, là ça se lève. Hein. Il passe à la ligne médiane, hein, regardez, là aussi. Donc il y a peu de chances que ce soit un droit ou que ce soit un oblique inférieur, d'accord? Donc on va se trouver devant une paralysie d'un muscle latéral, hein, ou enfin d'un droit interne ou externe, enfin peu importe la nomenclature. Et d'après vous, c'est lequel qui est touché? Vous voyez, c'est bien celui-ci, hein, vous voyez que le droit externe, enfin lorsque le patient regarde à droite, l'œil droit ne passe pas la ligne médiane, hein, ne passe pas en abduction. Et ça vous explique un petit peu les asymétries que vous aviez ici. Comme cet œil-là ne passe pas en abduction, vous voyez que pour regarder en haut et à droite, il a un petit peu de mal, celui-là aussi, à monter. Vous voyez? D'accord? Et quand vous regardez en bas, vous voyez bien que le droit externe, ici, ne tirant plus vers l'extérieur, c'est le droit interne qui tire, et donc vous avez l'impression que l'œil est un petit peu dévié en dedans. Donc, la paralysie principale va avoir des conséquences sur l'autre. Vous n'allez pas voir simplement ça ne bouge pas quand je vais en externe, hein, mais c'est là où vous aurez le maximum de déficit, bien sûr, et le maximum de divergence oculaire, et le maximum de troubles lorsque c'est une diplopie, on verra tout à l'heure. D'accord? Donc là, vous auriez dit droit externe, droit, ou droit latéral droit, pardon, selon la nouvelle nomenclature. OK? C'était ça où il y avait le maximum. À vous. Si vous savez, vous me dites le droit interne droit. Tout le monde est d'accord? Si tout le monde est d'accord, je n'explique pas. Hein. C'est droit médial, droit dans la nouvelle nomenclature, mais droit interne, moi ça ne me dérange pas, hein, parce que j'ai du mal à me souvenir, à apprendre la nouvelle, donc n'ayez crainte, je vous donnerai pas il n'y aura pas de problème si vous utilisez le bon dans l'ancienne. C'était clair pour tout le monde, ça, ou pas? Sinon, j'explique, hein, vous me dites. Ici. Bon, en latéral, il n'y a pas de problème. En inférieur, il n'y a pas de problème. Donc, c'est plutôt quand on regarde vers le haut. Regardez, quand l'œil est en abduction, hein, j'ai du mal à le monter. Regardez là, j'ai beaucoup de mal à le monter. Quand il est aussi droit, j'ai du mal à le monter. Là, je le monte un tout petit peu, mais pas beaucoup mieux, mais enfin, parce que il y a un muscle qui manque de façon importante ici, ça va être le droit supérieur. OK? Ici, et en haut, ça passe, sur les côtés, ça passe, donc ça va être soit un droit inférieur, soit un oblique supérieur. Vous voyez, regardez, je ne peux vraiment pas baisser cet œil-là. Je le baisse d'autant moins, regardez, même quand j'ai l'œil en abduction, quand je regarde vers la droite, pardon, l'œil il monte presque, enfin il est un petit peu, vous voyez, il donne l'impression de monter, alors que lorsqu'il est ici, il a un petit peu de mal à baisser aussi, hein, mais peut-être un peu plus que là. C'est pas facile à voir, hein, mais c'est surtout là qu'on le voit. Et vous auriez dit un droit inférieur. Ici, en haut, vous voyez, ça passe à la ligne médiane sans aucun problème. En latéral, bon, les yeux sont un peu déviés, ils ne sont pas bien dans leur... ils ne sont pas parfaitement symétriques, hein, mais ils passent tous les deux la ligne médiane aussi, droite et gauche, de part et d'autre. Quand je regarde, vous voyez, en bas ici, il a du mal à descendre, puis vous voyez, il est même un petit peu... ouais. Regardez, quand je regarde ici, à droite et en bas, bah, il descend un petit peu, hein, regardez, vous voyez, il descend, il a passé la ligne médiane qui est ici. En revanche, quand je regarde en bas et à gauche,
eh bien, pour porter l'œil droit en bas et en dedans, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, vous diriez que c'est lequel, celui-là? Voilà. Un grand oblique ou oblique supérieur. Vous allez me dire qu'il n'en reste plus qu'un, mais faites un effort quand même. C'est pas pour regarder en bas. Sur le côté, j'ai pas vraiment de problème. C'est quand je regarde en haut. Vous voyez, quand je regarde en haut et en dehors, vous voyez, ça passe pas si mal que ça. C'est pas parfait, hein, parce qu'encore une fois, les deux muscles, les droits et les obliques, servent à monter et à descendre. Simplement, leur puissance d'action est d'autant plus importante que l'œil est en abduction ou en adduction. Mais les deux servent. C'est pour ça que de toute façon, vous le verrez que l'œil soit en abduction ou en adduction. Mais vous le verrez plus sur un œil en abduction pour les droits et en adduction pour les obliques. Donc vous voyez ici, quand je regarde en haut et à droite, j'ai l'impression que ça passe un petit peu. Vous voyez, j'ai presque passé la ligne médiane, alors qu'ici, vous voyez qu'il ne monte pas du tout. Celui-là est vraiment monté. Donc vous avez ici un oblique inférieur. Ça va, c'est clair tout ça? Ça, c'était les muscles oculomoteurs. Les muscles oculomoteurs sont innervés par des nerfs. Il y a 3 nerfs. Le nerf oculomoteur, qui est la nouvelle nomenclature pour moteur oculaire commun. Et ce nerf innerve le muscle droit supérieur, droit inférieur, droit médial ou interne, oblique inférieur ou petit oblique, et puis aussi il sert à innerver, il innerve aussi un muscle qui est le releveur de la paupière supérieure. Qu'est-ce qui ferme la paupière? Quel est le muscle qui ferme la paupière? Le Qu'est-ce qui ferme la paupière? Oh! Quel muscle, quel nerf qui ferme la paupière? Vous avez un taux d'oubli important? On n'en a pas vu beaucoup pour l'instant. Hein. Enfin, on les a vus tous, on a presque fini, je veux dire, vous devez le savoir maintenant. Celui qui ferme la paupière. J'entends pas ce que vous dites. Dites-le plus fort, si vous vous trompez, c'est pas grave, hein, mais dites-le plus fort. Le facial, bravo. C'est le facial qui le ferme et c'est le nerf moteur oculaire commun ou oculomoteur qui le permet qui est le releveur de la paupière, qui innerve le releveur de la paupière supérieure. L'autre nerf, c'est le nerf 6, ou moteur oculaire externe, ancienne nomenclature, ou abducens, nouvelle nomenclature. Et il innerve le droit latéral, ou le droit externe. Et enfin, le dernier, qui est le 4, qui est le trochléaire, ancienne nomenclature pathétique, pour le muscle oblique supérieur, autrefois appelé, et toujours appelé, grand oblique. Donc voilà, ça c'est à connaître aussi, évidemment. Alors comment ça se traduit quand on a une paralysie de nerf oculomoteur, de muscle aussi, mais disons de nerf oculomoteur? C'est beaucoup plus fréquent d'avoir une paralysie de nerf oculomoteur que de paralysie de muscle. Paralysie de muscle, c'est essentiellement, vous l'imaginez bien, dans les maladies musculaires qui sont quand même beaucoup plus rares que les maladies des nerfs. La sémiologie générale des paralysies des nerfs oculomoteurs, quels qu'ils soient, va être la suivante. Vous aurez, pas toujours, mais le plus souvent, une diplopie. Qui sera maximale dans la direction du muscle paralysé. Si j'ai une paralysie du droit externe, du 6, du 6 droit, c'est quand je regarde à droite que mon œil ici va se bloquer et que la diplopie, c'est-à-dire l'importance de la diplopie, c'est-à-dire la séparation entre les deux images, sera d'autant plus importante. Et ça concordera avec le maximum de divergence oculaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Une diplopie, un strabisme, qui est simplement c'est de ne pas voir, comme on dit, les deux yeux symétriques, bien en face des trous. Et puis très souvent, mais ça je vous le mets entre parenthèses parce que c'est compliqué à retenir, c'est l'attitude compensatrice de la tête pour essayer de faire en sorte que la projection des images sur la rétine soit symétrique et éviter la diplopie. Donc les gens ont une attitude plus ou moins compensatrice de la tête, mais c'est un petit peu compliqué, vous pouvez l'oublier, je ne vous le demande pas ça.
Alors, quelle est la sémiologie maintenant de chacune de ces paralysies de nerfs oculomoteurs? Ben, prenons le 3, commençons par le 3. On aura un ptosis, qui est la chute de la paupière supérieure, tout simplement, parce qu'il y a une paralysie du releveur de la paupière supérieure. Vous verrez un strabisme externe de l'œil paralysé, puisque... Pourquoi vous avez un strabisme externe, d'après vous? Bon, le droit supérieur et le droit inférieur sont paralysés, donc ils se neutralisent, d'accord? En revanche, vous avez le droit interne, médial, qui lui est paralysé, alors que le droit externe ne l'est pas. Donc il va tirer l'œil en dehors, d'accord? Et comme le petit oblique ne fait pas grand-chose dans cette position de l'œil, ça ne se verra pas beaucoup. La paralysie petit oblique ne se verra pas. Il y aura l'impossibilité. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au cours précédent. Hein. La question l'année dernière, c'était quels sont les signes d'examen d'une paralysie du 3, du 6, je ne sais plus lequel j'avais mis. 100 points sur 100 ou 10 points sur 10, c'était ça. Hein. C'était la diapositive. Donc je vous redis encore une fois qu'il y a des documents. Je vous ai mis d'autres documents sur le site qui sont plus littéraires. Ce sont ceux du Collège des enseignants. Vous pouvez reprendre des éléments de sémiologie que vous n'auriez pas compris avec mes explications. Mais, encore une fois, je vous assure que les questions sont posées comme ceci, pour la sémiologie j'entends, hein, sont posées comme ceci, et la grille de correction c'est celle-là. Donc vous ne pourrez pas mouvoir le globe oculaire, si vous mettez bouger à la place de mouvoir, bien évidemment c'est pareil. Hein, d'accord ? Mobiliser, tout terme français sera accepté. Le globe oculaire en haut, en bas et en dedans, vous comprenez pourquoi. Et puis vous aurez, mais ça on va voir ça tout à l'heure, une paralysie intrinsèque. Là on voyait la mobilité extrinsèque. Extrinsèque c'est de faire bouger l'œil. Intrinsèque c'est la pupille. Hein, c'est la mobilité, la motricité de la pupille. On verra ça dans un instant. Mais je vous l'ai mis là parce que ça fait partie de la paralysie complète du 3. Mydriase réactive à la lumière et paralysie de l'accommodation. Vous aurez l'explication tout à l'heure. Voilà une paralysie typique du 3. Regardez, il y a un strabisme externe. Hein. Vous voyez, c'est le schéma tout à l'heure. Hein. Pardon, partons du milieu. Il y a un strabisme. Pardon, excusez-moi, on va se mettre ici, là, on était en mouvement. Partons du milieu, comme tout à l'heure, pour tous les schémas. Je vous ai dit une bêtise. Voilà, le patient regarde devant lui, pardon. Vous avez, vous voyez, un ptosis qui, là, est incomplet. Parfois, le patient n'a pas de diplopie parce que, d'une part, l'œil, il y a souvent, les paralysies importantes du 3, il n'y a pas de diplopie. Pour deux raisons. La première, c'est que souvent, il y a un ptosis complet d'un œil. Donc, pour avoir une diplopie, il faut 2 yeux, hein, premièrement. Et non, ça existe des diplopies monoculaires, mais c'est très rare. Premièrement. Et deuxièmement, c'est parce que l'œil est tellement dévié en externe que l'image qu'il reçoit est projetée, de toute façon, en dehors. Et il n'a besoin il ne se sert que d'une rétine pour projeter l'information visuelle vers le cortex occipital. C'est pour ça que souvent, ils n'ont pas de diplopie, les paralysies du 3 sévères. Hein. Alors, vous voyez que de face comme ceci, hein, au repos, il y a un ptosis et un strabisme externe de l'œil gauche. Quand on lui demande de regarder à droite, son droit interne ne fonctionne pas. En revanche, quand on lui demande de regarder à gauche, son droit externe ou latéral fonctionne très bien. Quand on lui demande de regarder en haut, vous voyez que l'œil droit monte, mais pas l'œil gauche. Et quand on lui demande de regarder en bas, il descend, l'œil droit, mais pas le gauche. Donc vous avez impossibilité de mouvoir le globe oculaire en dedans, en haut et en bas. D'accord ? Avec le ptosis et le strabisme externe. Puis c'est encore plus accentué dans les regards latéraux et verticaux. Voilà un autre exemple, vous voyez, ça c'était au tout début chez ce patient. Hein. Au tout début, il avait une paralysie complète du 3, il ne pouvait absolument pas ouvrir l'œil. Et puis il a récupéré, le ptosis a récupéré, vous voyez, il commence à ouvrir l'œil un petit peu plus facilement. Et vous voyez qu'il a un strabisme externe et une impossibilité, donc je ne les ai pas tous mis, de regarder par exemple vers le haut. Et cet œil-là monte parfaitement bien, celui-ci ne monte pas. Voilà ce que ça donne en film.
Bon, allez, il y a un ptosis complet. Je suis obligé, pour voir quelque chose, de soulever la paupière. Et vous voyez, le strabisme, voilà, je lui demande de regarder, voilà, regardez, à droite, en bas, elle n'y va pas, en haut, elle n'y va pas, alors que celui-là monte parfaitement bien. Et vous voyez la paupière qui retombe complètement. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a en plus? Qu'est-ce qu'elle a en plus? Une paralysie faciale, c'est ça? Allez, regardez bien ça, parce que c'est vraiment typique, hein. Obligé de soulever la paupière. Regardez le strabisme externe. Elle peut parfaitement porter l'œil en dehors, ici. En dedans, elle ne peut pas. En bas, elle ne peut pas. En haut, elle ne peut pas. Elle a une paralysie du releveur de la paupière supérieure, vous voyez, qui retombe. Et je la fais sourire ou je lui pose une question et vous voyez qu'elle a une paralysie faciale, hein, déviation des traits du côté sain, effacement du pli nasogénien, taratata, taratata. Un autre, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et c'est le même principe, hein. Regardez, il y a un ptosis. Bah, comme ça, je vois pas grand-chose. Voilà, je suis obligé de lever l'œil. Voilà. Donc, vous voyez, le strabisme externe, il ne peut pas porter l'œil en dedans. Il peut le porter en dehors. Il ne peut pas le porter en haut. Vous voyez, celui-là monte bien, mais pas celui-ci. Il peut le porter en bas, mais pas celui-ci. Il peut porter l'œil sain en bas, mais pas du côté paralysé. Ça, c'était la paralysie du 3. La paralysie du 6. La paralysie du 6, elle va se traduire par une diplopie horizontale qui sera accentuée lors du regard du côté atteint, le regard latéral du côté atteint, à droite ou à gauche, selon que c'est le 6 droit ou le 6 gauche. Il y aura un strabisme interne de l'œil paralysé. Retenez celui-ci, hein. Si j'ai une paralysie du 6 droit, d'accord? Si j'ai une paralysie du 6 droit, et que je regarde normalement avec mon œil gauche, enfin, je regarde devant moi, si c'est mon œil gauche qui fixe l'image, eh bien mon œil droit, il va avoir tendance à se mettre en dedans, comme ça, hein, puisque le droit externe droit est paralysé. En revanche, si je fixe avec plutôt mon œil droit, d'accord, il va être sur la ligne médiane, c'est l'autre qui va avoir plutôt tendance à être dévié, puisqu'en fait j'aurais tourné mon regard en définitive pour mettre mon œil droit directeur. Mais bon, je pense que vous pouvez oublier ça. Retenez le strabisme interne de l'œil paralysé. Retenez plutôt le premier, hein. L'autre, vous le mettez entre parenthèses. C'est un petit peu compliqué. Et puis, troisième élément, vous aurez une paralysie du mouvement qu'effectue ce muscle, hein, c'est-à-dire de l'abduction de l'œil atteint. Je vais vous en montrer après un exemple ou deux. Pour la paralysie maintenant du 4, la sémiologie, ça sera une diplopie verticale qui sera maximum, comme vous en doutez, dans le regard en bas et vers le côté sain, ou en dedans si vous voulez. Pareil, hein. Avec une déviation du globe oculaire, quand elle est sévère, en haut et en dedans. Oubliez l'extorsion, parce que vous voyez bien, ce muscle-là, il ne fait pas que des mouvements en haut et en bas, il tourne un petit peu le globe oculaire. Oubliez l'extorsion, c'est un petit peu compliqué. Dans le regard en bas et vers le... excusez-moi, en haut et en dedans. Hein, comme l'œil, si vous regardez par exemple, imaginons que j'ai une paralysie du grand oblique droit, si je regarde à gauche et en bas, eh bien j'aurai beaucoup de mal à baisser, hein, à me servir de mon grand oblique droit. Et mon œil aura tendance plutôt à se porter vers le haut. D'où ce regard, qui était comme ceci, qu'on appelait le regard pathétique, d'où le nom du nerf pathétique. Hein, c'est pour ça qu'on a appelé ce nerf pathétique, parce que ça donnait un regard pathétique. C'est vrai, hein, c'est pas une blague, hein, c'est un moyen mnémotechnique si vous voulez. Hein.
Et puis vous aurez une paralysie de l'abaissement du globe oculaire en adduction. À partir du moment où vous connaissez les muscles, et que les muscles qui nervent chaque nerf, et que vous connaissez la fonction de ces nerfs, avec le schéma du départ, tout ça, vous le retrouvez, vous le déduisez, vous n'avez pas à l'apprendre, hein, en grande partie. Alors vous voyez, regardez, cette personne-là, elle regarde quelque part d'après vous ou pas, là, ou elle regarde devant elle? Où est-ce qu'on est du schéma, là? Elle regarde devant, hein, et elle a une paralysie du droit externe gauche, et donc il y a l'œil gauche qui se met en adduction, hein, puisqu'il n'y a pas le muscle latéral ne contrecarre pas l'action du muscle médial, droit médial. Là, je lui demande de faire quoi? Je lui demande de loucher, là? Voilà, je lui demande de regarder à gauche, hein, et vous voyez que eh bien, cet œil-là ne passe pas du tout la ligne, hein, alors que l'œil droit va bien en dedans pour aller regarder à gauche. Elle aura une diplopie... oui, c'est une dame. Elle aura une diplopie comment? Non, c'est une dame parce que je la reconnais, c'est pour ça, hein, ça ne se voit pas comme ça. Diplopie verticale, horizontale? Horizontale qui sera maximum là ou là, hein, dans la direction du regard paralysé. Hein, c'est là que vous allez séparer. Vous imaginez bien que la même image qui est la même image que regarde cet œil va être projetée sur une partie totalement différente de la rétine pour cet œil et pour celui-ci. C'est ça qui fait la diplopie. C'est parce que imaginez l'image que vous avez ici, va se projeter sur une partie de la rétine pour l'œil droit et sur une partie différente pour la rétine de l'œil gauche. Et c'est ça qui, dans le cerveau, va créer deux images. Alors que normalement, vous n'en avez qu'une, qui se confondent. Quel est l'élément sémiologique fondamental pour parler d'une... Quand quelqu'un vous dit, j'ai oublié de vous le dire au moment de la sémiologie générale, quelqu'un vous dit parfois qu'il n'a pas forcément une diplopie, mais qu'il a une vue trouble. Parce que parfois, vous imaginez bien que la diplopie, quand vous avez deux objets, pour les patients, c'est facile de dire, je vois deux stylos, je vois deux doigts, je vois deux têtes. Mais parfois, lorsqu'elle est discrète et que vous avez les deux images qui sont à peine décalées, vous aurez une vision trouble. D'après vous, quel est l'élément sémiologique fondamental qui vous permet de dire que c'est une diplopie, qui va vous permettre en tout cas d'avoir forts arguments pour une diplopie? Dites-le fort, si c'est pas ça, c'est pas grave. Vous le dites très doucement, vous le dites pas du tout, je sais pas là, mais qu'est-ce qui va? C'est juste de raisonner. Vous n'avez pas à l'apprendre, c'est juste de raisonner. Si c'est une diplopie, ouais, j'ai entendu. Voilà, elle disparaît à la fermeture d'un œil. Puisque pour avoir une diplopie, il faut deux yeux, en pratique. D'accord? C'est ça la sémiologie, très bête, hein, de raisonnement pur et simple, et vous en apprenez beaucoup comme ça, en simple raisonnement. Alors, en voici une en film. Vous allez regarder sur la droite. Je lui demande de regarder à droite, vous voyez, il n'y a aucun problème. Regardez, quand il regarde à gauche, cet œil-là, il ne passe pas, ou à peine. Hein. Il regarde en haut, vous voyez, mais l'œil est quand même dévié, puisque ça ne tire pas de ce côté. Je lui demande de suivre un stylo. Vous voyez, cet œil passe très bien, celui-là ne passe pas, ou mal. Regardez, je lui demande de regarder en bas, cet œil-là est bien... Regardez en haut, c'est encore... non, parce qu'il est trop près, sinon on aurait vu. Bon, là, on lui demande de loucher, mais ça, en l'occurrence, c'est pour que l'examen soit complet. Allez, regardez-le encore une fois, parce que c'est encore une fois important d'avoir ces images en tête. C'est typique d'un 6, hein, c'est toujours comme ça, il n'y a pas de mystère. Hein. Et vers le bas. Suivez-le bien. Allez-y, louchez, 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 louchez. Encore. Voilà. Vous voulez faire une petite pause ou pas?
Attendez, je regarde ce qui reste. Parce qu'on peut peut-être finir plus tôt. Bon, bah écoutez, on va faire au vote. Hein. C'est un peu, vous savez, comme la grève. Qui est pour la pause? Ah, il y a une majorité. Allez 10 minutes maxi. Non, il y en a un peu plus que ça, mais ça va aller vite. Non, il y a plus beaucoup. Je crois qu'on peut finir avant. Vous avez, c'est mieux, oui, oui. Oh, écoutez. Comme ça, je pourrais répondre à plein de questions après. Allez, on continue. Alors, on a vu dans une première partie les voies visuelles qui conduisent l'information lumineuse. On a vu les muscles et les nerfs oculomoteurs qui servent à diriger les yeux. Mais maintenant, on va passer à un stade plus élaboré qui est le regard. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction. Lorsque vous regardez, lorsque vous explorez le champ visuel, lorsque vous regardez votre copie, lorsque vous regardez l'heure pour savoir à quelle heure ça va se terminer, ce cours sur les voies visuelles et l'oculomotricité, vous allez avoir un mouvement conjugué des yeux. D'accord ? Conjugué des yeux, premièrement. Et puis, deuxièmement, il y a plusieurs types de mouvements conjugués des yeux. Ça, c'est le deuxième aspect. Vous avez des mouvements qui sont des mouvements volontaires. J'ai entendu un bruit à gauche. J'ai un mouvement, une saccade rapide qui amène mes yeux vers la gauche. En revanche, je regarde un match de tennis. J'ai un mouvement, j'ai sa tête immobile, automatique, un mouvement de poursuite. Il y a un objet, la balle, qui vient imprimer mon cortex visuel. Mon cortex visuel envoie un message à mes nerfs oculomoteurs en lui disant « tu la suis de près ». D'accord ? C'est un mouvement lent. D'accord ? Un mouvement de poursuite, c'est un mouvement lent. C'est pour ça que dans l'examen, on demande aux gens, regardez à droite, ça s'appelle des saccades oculaires, regardez rapidement, ou on leur demande, suivez mon doigt, c'est un mouvement de poursuite. Parce que ce n'est pas les mêmes voies. Je vais vous montrer ça. Et puis, vous avez des mouvements automatiques. Vous avez des mouvements automatiques qu'on utilise surtout chez les patients, des mouvements réflexes, pardon, pas automatiques, des mouvements réflexes qu'on utilise surtout chez les patients dans le coma. Si vous tournez, si vous supprimez l'information visuelle, parce que le problème c'est que ce système-là vous l'inhibez en regardant. Mais imaginons que j'ai les yeux ouverts, mais que je n'en reçois pas d'information visuelle. Si je tourne la tête brutalement d'un côté, je vais avoir mon système vestibulaire qui va me dire ta tête a tourné, et donc je vais avoir un mouvement, les yeux qui vont recentrer le regard. D'accord ? Ça, on regarde ça chez les patients dans le coma parce qu'il n'y a plus d'information visuelle. Quand vous le faites comme ça, si je veux tourner la tête vers la droite et je veux continuer à vous regarder, la volonté, c'est de continuer à vous regarder comme ceci, si je veux. Alors que quelqu'un qui est dans le coma, qui n'a plus la capacité volontairement de diriger son regard, il va avoir, si on lui tourne la tête d'un seul côté, comme ça, avoir un mouvement lent de retour des yeux dans la position médiane, ce qui permet de vérifier chez un patient dans le coma qu'il y a, vous le verrez dans l'examen dans le coma, qu'il y a par exemple une atteinte d'un système dans le tronc cérébral ou quelque chose comme ça. D'accord ? Donc tout ça pour vous dire que ce qui concerne ce mouvement conjugué des yeux, on a d'une part une conjugaison, je vais vous expliquer comment elle fonctionne, et d'autre part, on a plusieurs types de mouvements, et enfin un dernier type de mouvement, c'est la convergence. Pour l'instant, on a vu des mouvements qui étaient des mouvements tout à fait synchronisés, conjugués, des yeux vers la droite, des yeux vers la gauche, en haut, en bas, et puis vous avez des mouvements non conjugués, au contraire, qui sont la convergence, vous avez les deux yeux qui vont en dedans, ou la divergence, les deux yeux qui vont en dehors. La convergence, vous en faites en permanence en ce moment, et la convergence-divergence, vous ne faites que ça. C'est-à-dire que vous êtes en train, vous allez noter quelque chose sur votre feuille, vous avez une convergence. Vous allez regarder de nouveau la diapositive, vous allez avoir un mouvement de divergence.
oculaire. Voilà, on retourne à la normale. Quelques éléments anatomiques pour bien comprendre cette sémiologie. Quand je regarde à droite, je mets en action mon... Qu'est-ce que je mets en action comme muscle? Le droit latéral, donc comme nerf, hein, le 6 ou l'abducens, comme vous voulez. D'accord? Et lorsque je regarde en dedans, je mets quoi d'autre en action aussi? Excusez-moi, quand je regarde à droite, est-ce que je mets comme autre muscle en action? Le droit interne, donc quel nerf? Le 3. Pour que je fasse les deux en même temps, il faudrait quoi? Il faut que ces deux noyaux soient reliés entre eux. Quand je fais partir le 3 à gauche, on regarde à droite, il faut que j'ai mon 6 droit qui parte en même temps, sinon il va y avoir un problème. Eh bien, ça s'appelle la bandelette longitudinale postérieure, vous voyez, qui relie. On va le faire que pour la latéralité. C'est pareil pour la verticalité, hein, c'est des systèmes complexes, mais je vous le montre pour la latéralité et c'est tout. Hein. Vous voyez, mon 6 droit est relié, mon noyau du 6 droit est relié à mon noyau du 3 gauche par un système, une voie, qui s'appelle la bandelette longitudinale postérieure, hein, BLP. Mais ça ne va pas être directement sur le noyau que va se faire l'action volontaire, poursuite, etc. C'est sur une structure juste à côté, hein, ici. Cette structure va recevoir différents types d'informations. Et elle va commander le 6 qui va commander le 3. Ça s'appelle la formation réticulée. C'est dans la formation réticulaire paramédiane, autrement dit, vous pouvez appeler ça un centre de la latéralité, si vous voulez. Et vous voyez que ce centre-là je veux tourner les yeux vers la droite. Je veux faire une saccade vers la droite, c'est le lobe frontal, hein, qui est la commande volontaire qui va aller stimuler cette structure et qui va envoyer un message sur le 6 droit et un message sur le 3 gauche. D'accord ? En revanche, ou autre exemple, ou autre type de commande, je suis en train de regarder mon match de tennis avec la balle, donc la balle est en train de bouger ici. Cette information arrive sur mon cortex occipital qui poursuit cette balle, et donc vous voyez, il va forcément, lorsque la balle bouge, il faut forcément qu'il envoie un message à cette structure pour que le 6 et le 3 poursuivent la balle, et ça c'est en permanence ajusté par le mouvement de la balle, si vous voulez. Et puis, ce système aussi reçoit du système labyrinthique une information sur la position de la tête qui peut amener, comme je vous le disais tout à l'heure, à une modification de la position des yeux. Ça, je vous dis encore, ça, on s'en sert surtout chez les patients dans le coma. Mais cela, en revanche, vous les voyez tous les jours, hein, la commande volontaire et la commande réflexe. D'accord ? Donc, d'après vous, qu'est-ce que ça veut Alors, excusez-moi, oui, il y a deux choses. On peut avoir, donc vous le voyez bien que ces voies-là de commande volontaire, automatique et réflexe sont des voies qui sont séparées. Donc pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, si ces voies sont séparées pour une même fonction finale. Autrement dit, vous voyez, j'ai un effecteur final ici, ce centre-là qui va commander pour la latéralité droite, par exemple. Vous avez le même pour la latéralité gauche, hein, bien sûr, la latéralité droite. Le fait que j'ai 3 possibilités de commande, pour vous, ça, en déduction simple. Pas suppléance, c'est pas loin. C'est un mot, vous l'avez déjà vu pour les paralysies faciales. Hein? Non. C'est pareil, suppléance, compensation, non. Réfléchissez tout simplement en pratique. Hein? Voilà, dissociation, c'est-à-dire que je peux avoir une paralysie de la latéralité volontaire et une conservation de la latéralité automatique. Poursuite, si vous voulez, poursuite automatique, c'est la même chose. Hein, c'est la dissociation. Vous agissez sur un organe final qui est la latéralité par différentes commandes dont chacune peut être touchée de façon séparée. Voilà. Donc ça sera la sémiologie des paralysies de la latéralité. C'est comme ça que vous verrez que c'est parfois assez curieux, assez surprenant. Et enfin, on peut aussi avoir une lésion
qui va toucher, parce que vous voyez cette bandelette longitudinale postérieure, elle est en plein dans le tronc cérébral et dans une partie du tronc cérébral. Et lorsqu'elle est touchée, elle donne une sémiologie particulière, que je vais vous montrer, et qui permet un diagnostic assez précis et qui est assez fréquent. C'est pour ça que je vous l'explique, parce que vous entendrez parler de ce terme, et vous en verrez probablement. Mais d'après vous, vous allez la construire, hein, plutôt que de l'apprendre. N'apprenez jamais par cœur. Essayez toujours de comprendre la neurologie, vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Imaginez que je détruise la bandelette longitudinale postérieure qui amène du 6 droit au 3 gauche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je demande, est-ce que je peux toujours commander? Oui, que ce soit en volontaire, que ce soit en automatique, que ce soit en réflexe, ça va toujours là. Ça va sur mon 6. Est-ce que mon 6 droit, je commande la droite, hein, je veux tourner les yeux vers la droite. Allez, je décide de tourner les yeux vers la droite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon 6 droit va à droite? Est-ce que mon œil droit va à droite? Oui. Et est-ce que mon œil gauche va à droite? Non. Et vous allez me dire, mais ça ressemble beaucoup à une paralysie du droit interne droit, d'un muscle ou partiel du nerf. Comment je fais pour faire la distinction entre les deux? Bah, si je fais suivre. Non, mais vous avez raison. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Je fais suivre. Bah, c'est pareil, j'aurai le même système. Je mets de l'eau dans les oreilles ou je lui tourne la tête dans tous les sens. Ce sera le même problème. Donc il faut que je trouve un autre système qui fait aller le droit en dedans. Et pour montrer ce que je veux prouver, c'est que le droit interne droit et le noyau du 3 et le nerf du 3 fonctionnent. Donc comment je peux faire? Hein? Ouais, très bien. Je vais trouver un autre système, qui est le système de la convergence. Donc je demande au patient, suivez mon doigt vers la droite. Alors je ne peux pas le faire, hein, mais vous aurez l'œil droit qui va passer, puis l'œil gauche qui va s'arrêter ici. Il va essayer d'aller à droite. En revanche, je vais lui demander loucher. Hop, ça va marcher impeccable. Parce que le système qui va commander son 3 n'est plus ce système-là. Mais ça sera un autre système qui est différent, dont je ne vais pas vous parler, parce que sinon ça irait trop loin. C'est simplement pour vous faire percevoir cette notion de dissociation dans les atteintes du système nerveux central. C'est parce qu'il y a plusieurs voies qui peuvent aller vers une voie finale commune. On y va. Donc on va avoir des paralysies de fonction. Hein? Lorsque ce système de latéralité, puis je vous disais, il y en a un même pour la verticalité, hein, qui est un peu plus complexe. Ne retenez que l'exemple de la latéralité, parce qu'il est facile à faire, et puis il est fréquent, vous en verrez. Eh bien, on appelle ça des paralysies de la latéralité ou de la verticalité. Hein. C'est très simple. Hein. Le nom, en tout cas, est très simple. Oubliez tous les noms, vous verrez dans les bouquins, vous verrez Parino, machin, etc. Laissez tomber. Retenez latéralité et verticalité. Et regardez comment ça se passe. Ah. Bon, il n'a pas aimé quelque chose. Démarre là. Ah, voilà. Regardez ce monsieur. On lui demande de suivre le doigt. Regardez. Impeccable. Il suit le droit vers la droite. Il le suit vers la gauche. Il le suit, je suis un peu trop près là, il le suit vers le haut. Il le suit vers le bas. Pas de problème. Hein. Il a une latéralité, une verticalité. Une demande de loucher. Impeccable. Voilà, tout ça fonctionne très très bien. Ben, ce monsieur il avait une lésion frontale. Maintenant on lui demande, regardez vers la droite. Regardez, il force, il est incapable de regarder à droite. Vers la gauche, il passe un tout petit peu. Ouais. Il a une paralysie de la latéralité, aussi bien à droite qu'à gauche, volontaire, alors qu'en poursuite, ça passe très bien. Autrement dit, regardez à droite, il n'arrive pas à regarder à droite, il n'arrive pas à commander, parce qu'il y avait une lésion frontale, il n'arrive pas à commander le système que je vous ai montré là, hein, tout à l'heure. Mais en revanche, la poursuite, ça passe par un autre système et ça fonctionne très bien. Donc c'est une caractéristique des paralysies de la latéralité. Vu? Et puis je voulais vous montrer l'ophtalmoplégie internucléaire,
que vous voyez ici. Donc vous voyez, ça c'est la position normale. Je lui demande de regarder à droite. Vous voyez, l'œil gauche passe bien, mais l'œil droit ne passe pas. Donc on pourrait dire, étant entendu que le droit supérieur, droit inférieur, tout le reste marche bien, ce n'est pas une paralysie du 3, mais on pourrait se dire, c'est une paralysie du 3 partiel qui touche que le droit interne, ou bien c'est une paralysie du muscle. Donc je cherche un système pour voir si ce nerf et ce muscle, cette voie finale commune pour le droit, fonctionne. Et dans ces cas-là, je lui demande de loucher. Et vous voyez que ça passe très bien. Et ça traduit une lésion de la bandelette longitudinale postérieure qui va du 6 au 3. Hein. Ça s'appelle l'ophtalmoplégie internucléaire, hein, entre les deux noyaux, du 6 et du 3. C'est la chose la plus difficile que je vous demande de retenir, c'est celle-là. Bon, entre nous, je ne vous poserai pas de questions sur l'ophtalmoplégie internucléaire, mais c'est bien d'avoir compris, comme ça vous saurez comment fonctionne, hein, vous aurez une bonne idée de l'oculomotricité. Ça, je ne vous demanderai pas. Voilà, et on finit. Avec l'oculomotricité intrinsèque, c'est-à-dire la motricité de la pupille. Hein, et également, on va voir l'accommodation. Là aussi, je vous ai fait, j'espère, quelque chose de relativement simple. Et un petit rappel anatomique important de cette motilité oculaire intrinsèque. Comment votre iris change-t-il de taille? Eh bien, l'iris, c'est le noir, hein, de l'œil. Ce noir de l'œil, bah, il est plus ou moins petit ou plus ou moins grand, hein, en fonction de deux muscles qui le contractent ou qui le dilatent. Celui qui le contracte, ça s'appelle le sphincter. Hein, sphincter, et vous voyez que c'est un muscle, vous imaginez facilement avec l'anatomie comment ça fonctionne. Oui, c'est un muscle qui est circulaire, comme ceci. Donc quand il se contracte, eh bien, le noir, ici, le trou noir, devient plus petit. Hein, la pupille devient plus petite, hein, la pupille diminue de taille. En revanche, vous avez un muscle dilatateur. En revanche, vous avez aussi, c'est pas en revanche, un muscle dilatateur qui, lui, est innervé par le sympathique. Et vous voyez qu'il est un muscle qui est différent, qui est un muscle radiaire, comme ça. Hein, sur l'iris, comme ceci. Et lorsqu'il se contracte, eh bien, au contraire, cette partie-là se raccourcit. Donc, la pupille devient plus grande. Ah là, on est bien d'accord, la pupille, c'est le noir de l'œil. Hein. Je m'excuse, je vous ai dit l'iris tout à l'heure, le noir de l'œil. Voilà. Et troisième point, c'est l'accommodation. L'accommodation, c'est tout simplement la capacité. Vous voyez sur ce schéma, vous reconnaissez sur ce schéma, hein, tenez, les schémas, vous avez les muscles dont je vous ai parlé, vous les avez ici. Hein, vous avez le sphincter de l'iris, hein, ici, ce petit muscle ici circulaire. Et puis, vous avez ici le dilatateur, vous voyez, qui est un muscle, c'est un autre plan, hein, qui est un muscle radiaire comme ceci. Et puis, l'accommodation, dans l'accommodation, vous avez des modifications de la pupille. Hein. Lorsque vous regardez votre copie, là, vous avez à la fois un mouvement de contraction des pupilles, vous avez un mouvement de convergence, mais toujours pareil, pour aller projeter la lettre que vous êtes en train d'écrire sur votre région précise de la vision, vous êtes obligé de modifier la courbure de votre cristallin. Hein, un cristallin qui va projeter l'image au bon endroit de la rétine. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'accommodation et qui, elle, dépend du parasympathique. Donc, lorsque vous accommodez sur quelque chose, ça dépend du parasympathique. Hein, l'accommodation, ça va être la capacité à projeter l'image sur le bon endroit de la rétine. Alors voyons cette voie sympathique, et ça c'est plus très long, mais c'est important de retenir ça. Cette voie sympathique avec en particulier le réflexe photomoteur, hein, dont vous verrez qu'il est souvent utilisé. Donc on avait vu les fibres visuelles jusqu'ici, hein, qui transportaient l'information visuelle, l'image. Puis il y a des fibres un peu spécialisées qu'on appelle les fibres pupillaires qui vont transmettre cette information lumineuse. Et vous voyez que le schéma est un petit peu différent. Enfin, c'est le même schéma que tout à l'heure.
Et voyez l'impression visuelle. Ce sont des fibres visuelles aussi, mais spécialisées pour les impressions lumineuses. Vous voyez, elles vont suivre le même trajet que tout à l'heure, hein, qu'on a vu, hein, avec celles qui sont directes, celles qui sont croisées, pour arriver dans une région du tronc cérébral ici. Et les informations visuelles qui arrivent ici sont en fait transmises des deux côtés. Si je stimule cet œil droit uniquement, ces informations visuelles vont arriver elles vont arriver ici sur cette région à droite. Hein, ce noyau prétectal, je ne voudrais pas trop vous donner de nom anatomique, mais enfin dans la région du tronc cérébral, la partie haute du tronc cérébral, hein, au-dessus le mésencéphale, ici. Et à partir de là, il va y avoir une réponse qui va se faire de façon bilatérale. Quelle est la réponse? Eh bien, la réponse va être une stimulation du noyau du nerf oculomoteur, noyau accessoire, pardon, du nerf oculomoteur, qui s'appelle le noyau d'Edinger-Westphal. Peu importe, c'est un noyau parasympathique. Et ce noyau du parasympathique va envoyer des fibres parasympathiques qui vont entourer le 3 dans son trajet. Hein, vous vous souvenez tout à l'heure que la paralysie du 3 avait une paralysie extrinsèque et intrinsèque, c'est l'explication. Donc ce parasympathique, ces fibres parasympathiques vont accompagner le 3 dans son trajet pour aller innerver le constricteur, le sphincter de l'iris. Autrement dit, quand j'envoie une impression lumineuse sur l'œil droit, j'envoie de la lumière dans l'œil droit, cette lumière va arriver, vous voyez, ici, hein, elle suit le cheminement des voies visuelles. Hein. Elle arrive en définitive, vous voyez bien, elle va arriver des deux côtés, puisqu'il y a les fibres qui vont croiser aussi, elle arrive des deux côtés, et puis là c'est aussi projeté des deux côtés. Mais mettons que je ferme l'œil gauche, j'envoie la lumière dans l'œil droit, eh bien je vais avoir une réponse bilatérale de contraction du sphincter de l'iris. Autrement dit, les pupilles vont se resserrer. Vous avez constaté ça, hein, vous mettez à la lumière et les pupilles qui deviennent plus petites. Lorsqu'on éclaire un œil, on a une contraction de la pupille du même côté, ça s'appelle le réflexe photomoteur direct. Et on a une réponse, je vous ai expliqué pourquoi ici, de la pupille contralatérale, c'est ce qu'on appelle le réflexe photomoteur consensuel. C'est une sémiologie qui est très utilisée, en particulier, vous le verrez, chez les patients dans le coma, ou bien par les ophtalmologistes pour différentes raisons. De la même façon, qu'on l'a vu tout à l'heure, vous devez, à partir de ce schéma, pouvoir me dire ce que va donner une lésion à un ou deux endroits. Si je coupe ici le nerf optique, ou bien si j'ai une maladie qui va détruire la rétine, ou bien si j'ai plus d'œil, gauche, mettons-nous à gauche ici, gauche. Comment va être mon réflexe photomoteur direct à la stimulation de l'œil droit? J'envoie la lumière. Est-ce que je vais avoir un photomoteur direct? Est-ce que je vais avoir un photomoteur consensuel? Non. D'accord? C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez quelqu'un qui a une destruction et qui est aveugle d'un œil du fait d'une destruction de la rétine, une destruction du nerf optique, il a son œil qui est en mydriase. Maintenant, si je touche le parasympathique, hein, j'ai une compression du 3. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Si vous faites une coupe comme ça de votre nerf 3, le parasympathique, c'est une espèce de filet de maillage qui est autour. Ce qui fait que dans une compression du 3, la première chose qui sera touchée, ça sera le parasympathique. Et ça sera donc un signe que vous allez voir qui est une mydriase réactive. Et c'est le premier signe, vous apprendrez ça, d'un hématome extradural qui va comprimer le 3, hein, par exemple, ou le premier signe d'un engagement cérébral, qui est très souvent une paralysie du 3, la partie parasympathique du 3. Donc voilà comment on recherche un réflexe photomoteur.
Ouais, il faut être dans une pièce qui ne soit pas trop éclairée. Vous voyez, la pupille se contracte et celle-ci s'est contractée aussi. Il faut que vous fixiez, et elle se redilate spontanément. Vous voyez la taille. Il faut demander de regarder au loin. Voilà, vous voyez la contraction de la pupille. Celle-ci s'est contractée aussi. Vous voyez les deux se dilater. Hein, sitôt que vous revenez dans des conditions d'éclairement. Voilà. Ouais. OK. Ça revient de façon totalement symétrique. Donc vous faites œil par œil. Alors c'est bien pour le faire, parfois de mettre la main pour pas qu'il y ait des rayons lumineux qui passent de l'autre côté lorsque vous voulez vraiment faire œil par œil. Hein. Voilà. Donc, la sémiologie. Ah, excusez-moi, on n'avait pas fini sur le schéma. Donc, vous m'avez dit que si on coupait le nerf optique ou s'il y avait une lésion qui détruisait l'arrivée de l'information visuelle de l'œil droit, j'aurais un photomoteur direct aboli et un photomoteur consensuel aboli. Maintenant, toujours pour cette destruction du nerf optique et de la rétine droite, si je stimule l'œil gauche, est-ce que j'aurai un photomoteur direct de l'œil gauche? Oui. Est-ce que j'aurai un photomoteur consensuel? Oui, très bien. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors maintenant, ce n'est pas la voie afférente, mais c'est la voie efférente que je détruis. Si j'ai une paralysie, comme je vous le montrais, du 3 ici, mettons du 3 droit, hein, vous voyez ici, le 3, il y a un hématome qui est venu le comprimer ici, et donc il touche la voie parasympathique. Mettons-nous dans le cas de figure de l'œil droit. Si j'envoie une information lumineuse à l'œil droit, est-ce que j'aurai un photomoteur direct? Oui ou non? Je voudrais un oui ou un non massif. Ouais, ma foi, ça peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je recommence. Si je détruis la voie efférente, comprimée par un hématome extradural, je stimule mon œil droit. L'information lumineuse, vous voyez, vient ici, des deux côtés, etc. Puis elle vient sur ce noyau des dingées-vesphalles, elle stimule le parasympathique qui chemine avec le 3. Est-ce que je vais avoir un photomoteur direct? Voilà. Est-ce que je vais avoir un photomoteur consensuel? Très bien. Voilà, ben voilà, comme ça on avance vite hein, là, avec les réponses franches. Donc la sémiologie, elle est là. Hein. Elle est là, la sémiologie du réflexe photomoteur. Vous l'avez créée vous-même. Donc une anomalie pupillaire, elle peut être en myosis ou en mydriase. Bon, myosis, c'est quand la pupille est trop petite, et mydriase, c'est quand elle est dilatée. Lorsque vous avez une atteinte de la voie afférente, c'est-à-dire le nerf optique, si vous stimulez du côté atteint, le réflexe photomoteur direct et consensuel sont abolis, et du côté contralatéral, le direct et le consensuel sont conservés. C'est ce que vous m'avez dit. Si j'ai une atteinte de la voie efférente, une compression du parasympathique autour du 3, la stimulation du côté atteint, RPM direct aboli, consensuel conservé, et contre la stimulation contralatérale, le RPM direct conservé et le consensuel aboli. Voilà. Il n'y a pas autre chose à savoir. Et surtout, il faut à tout prix que vous le reteniez en le construisant sur un schéma, là aussi, très simple, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de piège, là, hein, dans tout ça. Tiens, je croyais l'avoir enlevé, ça. Je vais quand même, si je vais vous le dire, parce que c'est un signe dont vous entendrez parler. Toujours pour la partie parasympathique. Donc, vous voyez, lorsque vous faites ce que vous êtes en train de faire là, hein, de la convergence, accommodation, vous voyez que il va vous falloir un système intégré hein, qui va vous permettre à la fois de loucher pour regarder votre copie. Donc, il faut que vous contractiez vos deux muscles médiaux, là, droits médiaux. Hein. Donc, ça, voilà, ça part forcément du 3. D'accord ? Il faut que vous contractiez vos pupilles hein, pour que vous focalisiez l'information lumineuse, hein, la quantité de lumière qui va rentrer, etc., et l'image. Donc, vous allez avoir votre parasympathique, comme d'habitude, qui va venir contracter le sphincter de la pupille, sphincter de l'iris, pardon. Et puis vous allez avoir aussi ce parasympathique qui va aller jouer sur la conformation du cristallin pour pouvoir projeter l'image correctement sur la région fovéale.
en passant par, on va passer sur le muscle qui modifie la courbure du cristallin, ce sont les muscles ciliaires. Hein. Voilà. Donc, il faut que vous ayez un système intégré qui, lorsque vous décidez d'écrire quelque chose, lorsque vous faites simplement de là à là, vous avez tout ça qui se passe. Contraction des muscles internes, contraction ciliaire, des muscles ciliaires, contraction du sphincter de l'iris. Et tout ça, si vous voulez, est intégré au niveau d'une région dans le tronc cérébral, hein, autour du 3. Voilà. Vous voyez là, je vous montrais ici sur ce schéma pour que vous reteniez ça, sur le plan anatomique, les muscles ciliaires, vous voyez, qui, lorsqu'ils sont contractés, le cristallin prend cette forme un peu plus globuleuse, et lorsqu'ils sont relâchés, cette forme un peu plus plate. Voilà. Et il y a un signe qui... ça c'est la physiologie normale. Hein. Et il y a un signe pathologique qui traduit une atteinte de ce système et qui se voit dans des maladies assez précises, en particulier dans la syphilis. Hein. C'était un des signes les plus classiques de la syphilis, mais ça se voit aussi dans des lésions, des tumeurs de cette région. C'est ce qu'on appelle le signe d'Argyll ou d'Argyll-Robertson. Vous le verrez celui-là forcément, vous en entendrez parler, qui se traduit par les signes suivants: les pupilles petites et irrégulières, un photomoteur aboli et une accommodation convergence conservée. C'est une atteinte dissociée de cette région qui est assez typique c'est un signe qui est assez typique d'une atteinte dissociée de cette région. Bon, difficile de rentrer dans la physiopathologie plus loin de ce signe, ce n'est pas très important pour vous. Connaissez simplement ce problème de l'accommodation convergence, parce qu'il peut y avoir des atteintes dissociées, vous voyez, comme ici. Mais le signe d'Argyll-Robertson, retenez simplement sa sémiologie, sans essayer de comprendre exactement pourquoi il se produit, parce que c'est un peu complexe. Donc voilà pour l'atteinte. Pour l'atteinte parasympathique, ce que je vous demande, c'est essentiellement le réflexe photomoteur. Ça, c'est pour vos notes. D'accord ? Photomoteur. Maintenant, concernant l'atteinte du système sympathique, attendez, il ne manque pas une, non. Ah, j'ai dû louper. Je vous rappelle que le système sympathique, lui, innerve le muscle dilatateur de l'iris, hein, vous savez, ce muscle qui était radiaire, comme ça. Donc, et puis il va innerver aussi deux petits muscles qu'on appelle les muscles de Muller, qui sont deux petits muscles qui ouvrent la fente palpébrale, si vous voulez. Hein. Il y en a un supérieur et un inférieur, indépendamment du releveur de la paupière supérieure, hein, qui est un muscle différent, hein, qui est innervé par le 3. Il y a deux petits muscles innervés par le sympathique, qui s'appellent les muscles de Muller, et qui relèvent un peu la paupière supérieure ou abaissent un peu la paupière inférieure. Lorsque vous avez une atteinte du sympathique, vous aurez un signe. Alors, l'atteinte du sympathique peut se produire le nerf sympathique a un long trajet. Hein, il part du... il faudrait que vous revoyiez l'anatomie du sympathique, mais disons, il va, pour vous simplifier le schéma, il va accompagner la carotide avant de monter, suivre la carotide et puis d'aller jusqu'à l'œil. Vous reverrez l'anatomie rapide de cette région. Ce qui fait qu'il peut être touché par différentes maladies. Il peut être touché par un cancer du poumon sur le dôme pleural, par exemple. Hein, vous apprendrez ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Pancoast-Tobias. Il peut être touché par une maladie de la carotide, parce qu'il est autour de la carotide. Vous voyez, il peut être touché à différents endroits. Donc ce signe-là, je ne vous l'apprends pas c'est pas la collection de choses rares, c'est un signe que vous verrez souvent, qui s'appelle le signe ou syndrome de Claude-Bernard-Horner. Et ce syndrome de Claude-Bernard-Horner comprend un myosis. Vous comprenez pourquoi un myosis, puisque vous avez un parasympathique qui fonctionne, donc il va mettre un tonus de contraction de la pupille, un parasympathique qui ne fonctionne pas de ce côté-là, donc vous aurez une prédominance de la contraction de ce côté-ci, alors que vous ne l'avez pas de l'autre côté. Comme les deux muscles le muscle de Muller et supérieur et inférieur sont touchés, vous avez un rétrécissement, vous voyez, de la fente palpébrale par rapport à l'autre côté. Et vous avez, on dit toujours dans ce syndrome qu'il y a une énophthalmie. En fait, c'est une énophthalmie. Une ophtalmie, ça veut dire que l'œil a l'impression d'être en dedans, de rentrer, au contraire d'exophtalmie où il est en dehors. L'impression d'avoir une énophthalmie, en fait, c'est une fausse énophthalmie, hein, puisque si on la mesure, les deux yeux ne sont pas plus en dedans ou en dehors. Enfin, celui-ci n'est pas plus que celui qui est normal ici, que l'œil normal ici.
C'est simplement le fait d'avoir ce rétrécissement de la faente palpébrale qui donne l'impression que l'œil est plus en arrière et plus en dedans. Donc le syndrome de Claude-Bernard-Horner, c'est myosis avec un photomoteur conservé, un rétrécissement de la fente palpébrale et une énophtalmie apparente. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?